Ok, on se la refait une dernière fois. On s'appelle Robin et Jean. On est tombé dans l'animation quand on était petit et depuis 1 an, on vous propose le seul et unique podcast 12 FPS. Je parie que vous connaissez la suite. Un grand animateur implique un grand sens du timing. On a fait ressortir du placard beaucoup de films, peu vus ou oubliés. On est tombé amoureux de certains et d'autres sont plus oubliables. On vous a réexpliqué les principes de l'animation, puis on les a redéfinis, encore et encore et encore et encore et encore. On vous a surpris à Halloween, à Noël, on a eu des invités exceptionnels. On a un générique hors du commun. On a eu des hauts et des bas, on s'est même battu contre un fléau mondial. Mais malgré tout ça, on aime toujours autant vous parler d'animation. Vous êtes bien de retour dans 12 FPS et aujourd'hui, on va vous parler de Spider-Man Into the Spider-Verse. Hé, rapido! Ouais, Erasmo! T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les races. Bonjour et bienvenue dans 12 FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. 2e saison, 1er épisode. On est très heureux de vous retrouver pour continuer à parler de films d'animation pour une saison de plus. Alors, est-ce qu'il va y avoir des nouveautés cette saison? Peut-être. On vous en parlera en temps voulu. En attendant, pour ne rien rater, n'oubliez pas de nous suivre sur nos différents réseaux, Instagram, Facebook, YouTube, etc. Le film, pour ouvrir cette 2e saison, on vous parle de Spider-Man Into the Spider-Verse, film d'animation en images de synthèse, sorti en 2018, réalisé par Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman pour les studios Sony Pictures Animation. Au doublage pour la VF, notamment, on retrouve Stéphane Bach qui double Miles, Valentin Merlet qui double Peter Parker, Camélia Jordana qui double Gwen Stacy. Le film a remporté l'Oscar, le BAFTA et le Golden Globe du meilleur film d'animation. Avec moi, aujourd'hui, pour parler du film, évidemment, mon compagnon d'armes, le Robin de mon Batman, le Robin des bois de mon petit Jean, il s'agit de Robin. Bonjour. Bonjour. Ouais, ça fait 2 semaines qu'on prépare cette vanne, je suis très content, ça va? Oui, ça va et toi? Eh bien écoute, on est content d'être de retour pour une 2e saison. Bah ouais, clairement. Ne pas décevoir les auditeurs. Évidemment, on est là pour ça. Également avec moi aujourd'hui, pour le plus grand plaisir de vos oreilles, on dit que Grand Corps Malade lui envie son timbre de voix. Il s'agit d'Olivier. Bonjour. Salut. Olivier. Ça va? Ça va bien. Et pour démarrer cette nouvelle saison dans les meilleures conditions, et parce qu'on aime beaucoup vous gâter chez 12 FPS, évidemment, une invitée d'exception. Elle était animatrice sur le film. Nous accueillons Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour. Ça va? Ça va T'es très contente d'être bien. là? Oui, vraiment. Eh bien, on est ravis de te recevoir. Et on va pouvoir attaquer tout de suite dans le vif du sujet. C'est toi qui vas nous résumer le film en qualité d'invité. C'est parti. Excellent. Je vais faire ça quick. Ouais, tranquille. C'est l'histoire de Miles Morales, en fait, qu'on suit ce personnage principal-là. Lui, il fait sa vie à New York dans sa famille et il y a un oncle. Il y a une relation un peu difficile avec son père, donc il se sent un petit peu plus près de son oncle, Aaron. Et en allant faire des graffitis dans les souterrains de la ville, il se fait mordre par une araignée radioactive. Donc, il devient un peu Spider-Man. Mais on se rend compte, dans le fond, que c'est une histoire de multiverse. Donc, il y a un méchant dans l'histoire, Kingpin, qui veut retrouver sa femme et son fils morts dans un accident. Donc, il essaie, avec des scientifiques, de travailler pour ouvrir différents univers pour aller retrouver sa femme et son enfant. Ça fait ouvrir plusieurs univers différents. Donc, Peter Parker, dans notre univers, se retrouve dans l'univers de Miles Morales, ainsi que d'autres, plein d'autres. On retrouve plein d'autres Spider-Man différents de plusieurs univers différents. C'est l'histoire pour contrer Kingpin dans tout ça. Et on voit Miles Morales. C'est vraiment bien parce que c'est vraiment l'histoire d'un adolescent qui essaie de trouver sa voie puis de se définir. Est-ce que tu t'es entraîné pendant 1 semaine parce que t'es la première invitée qui s'en sort aussi bien du premier coup? Ouais, super résumé. Franchement, bravo. J'étais pas préparée. Non, mais On est tous bravo. passés par là, c'est toujours été la grosse galère. Ok, votre avis sur le film tout de suite? Bonjour tout le monde, vous avez aimé le spectacle? Je vais commencer par Robin. À toi la parole. Oui.
Voilà, fin C'est de, où Ok, fin de la vie, Non, merci. comment expliquer? Ouais, j'ai beaucoup apprécié. Je me souviens qu'à l'époque où à l'ancienne, quand le film est sorti, j'avais pas de grosses attentes. Tout le monde en parlait beaucoup et tout, puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de bruit autour de ça. Et quand j'étais allé le voir, je me suis dit, ouais, ok, les gens en parlent beaucoup, on verra bien. Je me souviens que quand ça a commencé, qu'il y a le logo Sony qui apparaît avec tous les glitches, j'ai fait, oh les gars, c'est trop. C'est déjà trop, le film a pas commencé. Et puis après, tu te fais porter dedans, et en fait, avec juste les rendus qu'on n'avait jamais vus, l'histoire qui est tellement bien ficelée, tu rentres dedans, et puis tu sors de là, tu fais, ben, je veux le revoir. Et puis c'était trop bien, et qu'est-ce qui vient de m'arriver? Et puis, waouh, avoir ce grand écran. Donc, oui, moi, c'était un grand oui. Chloé, est-ce que tu as aimé le film, même si tu as travaillé dessus? Mais c'est un peu une drôle d'histoire parce qu'un peu comme Robin, moi, c'était ma première expérience d'animatrice à Sony. Puis quand on m'a dit que j'allais travailler sur Spider-Man, je savais, il y avait comme un hype à l'intérieur de l'équipe de Sony. Tous les animateurs que je connaissais voulaient se retrouver pour travailler sur ce film-là, mais moi, j'avais aucune idée c'était quoi. Puis je suis pas très geek dans la vie, hein. Donc, tous les univers, les films de super-héros, moi, ça me disait rien. J'étais pas très... Fait que j'étais allée un peu sans savoir sur ce projet-là, mais j'ai compris très vite que c'était un projet spécial. Fait que oui, j'ai adoré le film. Parfait. Et aimé travailler dessus, visiblement. Et oui, non, travailler aussi dessus, Ouais. parce que peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Je sais qu'il Ouais, y a des animateurs qui ont trouvé ça quand même difficile, mais moi, je fais partie de ceux qui ont vraiment aimé l'expérience. Ouais. Super. Et Olivier? Ah bah ouais, j'ai adoré le film. Pareil, je savais pas trop à quoi m'attendre avant de voir le film. Comme un peu comme Robin, je trouvais qu'il y avait beaucoup de bruit autour. Et puis au final, déjà, Spider-Man est un super-héros que j'adore. Et je trouve qu'ils ont vraiment bien géré le matériel. Beaucoup de clins d'œil aux anciens films aussi. Les méchants, je crois que on a rarement vu des méchants aussi bien personnalisés que dans ce film. Peut-être à part dans les vieilles séries cartoon. Donc ouais, très très bon. Et toi, Jean? Ça m'avait manqué. Moi, je l'ai vu au ciné en France quand il est sorti. Donc, le jour de la sortie en France, mais il est sorti donc un peu plus tard, je pense. Je pense pas que c'était une sortie mondiale, parce que je me rappelle qu'il y avait déjà une hype dessus, en fait. Et je suis allé le voir que avec des animateurs. Et, ouais. Dans la ville où j'étais, il y avait plein d'animateurs. Et les gens, c'est très simple. Au bout de 30 minutes, on hurlait, en fait. À chaque scène, on était là, quoi? Donc, Non, ouais, vous hurliez littéralement ou, Ah ouais, non, vraiment. Les gens dans D'accord. la salle de cinéma gueulaient, quoi. Aucun le meilleur respect. moyen d'apprécier le film. Ah, quoi. mais tu sais, parce que tu avais des gens qui étaient non seulement animateurs et tout, mais aussi fans de comics. J'étais avec une pote, elle est fan, mais à fond. Et toutes les références et tout, que moi, je l'ai capté de très loin. Elle était là, mais oui, c'est comme dans le comic numéro 188. Et j'étais là, La ok, page super. 32. Calme-toi. Après, il faut le dire aussi, les réalisateurs se targuent, et c'est vrai, tu peux faire pause n'importe quel moment dans le film, Oui. et ça peut être une page de comics. comics. En fait, Ouais, tout ouais. a été fait pour que vraiment Puis, tu fais pause n'importe où. Ouais, Et c'est ouais. beau. Et ce que je trouve vraiment bien et qui en le revoyant, m'a vraiment marqué, c'est qu'il se passe beaucoup de choses dans ce film. Genre, même au niveau de l'histoire, visuellement, c'est très riche, mais c'est jamais brouillon en fait. C'est toujours clair ce qui se passe. Et même au niveau de l'animation, on reviendra dessus. Et ça, c'est une grosse qualité du film, parce que depuis, je l'ai revu, je sais pas, 4-5 fois là. Et en le revoyant pour le podcast, j'avais peur pas de m'ennuyer, tu sais, mais de dire, je commence à le connaître un peu par cœur. Et en fait, pas du tout. Tu t'ennuies pas et tu redécouvres des trucs avec plaisir en fait que tu n'avais pas forcément vu. Il y a des petites choses cachées là. C'est un plaisir. Je me souviens même que le jour où le trailer est sorti, pas le trailer, le teaser, juste Ouais. c'était quoi? C'était Miles qui sautait du building là. Cette matinée-là, dans le studio, tout le monde a arrêté de travailler. Je crois qu'on a tous regardé, on a fait tous pause, on était en train de passer le truc image par image, c'est animé à deux. Ils sont Ouais. animés à deux. Ouais. Ok. Et tu fais, Ah, les grands malades. oh, tu fais, non, ils ont pas fait de spline. Oh putain, c'est trop bien. Oh là. Et tout le monde regardait le truc en boucle. Et je me souviens que tout le monde a arrêté de bosser pendant la matinée. Et les prods ont dû passer et nous faire, bon les gars, Ouais, peut-être. c'était bien, mais C'était bien, mais vous avez du spline à faire. Alors allez. super. Ben merci. On peut passer au coup de génie. Allez. C'est brillant, brillant, brillant! Des génies à l'état pur! Et c'est moi qui commence pour une fois. Yes. C'est quoi ton coup de génie, Jean? Alors, C'est quoi le tien, ouais? c'est quoi? Vous avez pas le droit de faire ça quand je passe en premier. Moi, c'est la scène, en fait, la séquence où Miles il va faire du graffiti avec son oncle. Donc, Chloé en a parlé pendant son résumé. Et où il va se faire piquer par l'araignée. La fameuse scène classique de Spider-Man où il va se faire piquer, il va avoir ses pouvoirs. Mais là, en fait, elle est tournée vraiment différemment parce que le focus est pas nécessairement sur le fait qu'il ait ses pouvoirs. Le focus, il est sur la relation avec son oncle, en fait, et ça va être une scène de bonding, en fait, entre les deux. Pour t'expliquer ça dure pas longtemps, hein, ça doit durer même pas, je sais pas, 3, 4, 5 minutes. En ce petit laps de temps, t'as vraiment la relation entre les deux. Son oncle, il s'est éloigné de son père, et donc comme Miles aussi, il se comprend pas trop avec son père, bah, ils arrivent à se rapprocher là-dessus, le fait qu'ils faisaient graffiti ensemble. Et tu vois, son oncle aussi, il est un peu...
il est plus street que son père. Son père, il est flic. Son oncle, on le sait pas encore, mais tu vois, tu sens qu'il est dans des trucs un peu shady. Ouais. Il y a des trucs un peu shady et tout. Et Miles, il a besoin de se rebeller, en fait. Il a besoin de ce truc où il est dans une école super huppée à New York, il est plus dans son lycée d'avant, où il y avait tous ses potes. Là, il est dans un truc où il a gagné une bourse, parce qu'il est super intelligent. Et du coup, il a besoin de sortir un peu de cette espèce de cadran que lui ont fait ses parents, mais surtout son père, en fait. Et du coup, t'as tout ce truc-là. Donc, tu vois direct l'araignée. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de machin. L'araignée, elle arrive genre au début du moment où ils font les graffitis. Mais on l'oublie assez vite. En fait, je crois qu'il y a même un moment où elle tombe, en fait. Parce qu'elle est au bout de sa main, il secoue le truc de graffiti, elle tombe. Donc, tu l'oublies presque, en fait. Et elle revient vers la fin. Et il y a cette séquence que je trouve très cool, c'est que tout le rythme, et il y a beaucoup ça dans le film, le rythme de la musique dicte aussi le rythme des plans, le rythme de l'anime. Et on parle beaucoup de beats en anime, souvent. Et ça cale vraiment bien avec la musique, là. Et j'avais lu un truc, Chloé, tu vas me dire si c'est vrai, et c'était une des premières séquences qui a été faite, oui. Complètement final, et qui ça a servi pas mal de fil rouge aussi pour le style du reste du film. Ben, en fait, oui, puis non. Moi, je sais que quand je suis arrivée sur le projet, j'étais quand même dans le début. Puis la première séquence qu'ils avaient fait, en fait, c'est la séquence qu'ils ont utilisée pour le trailer, pour le teaser dont Robin parlait tout à l'heure. Donc, toute la séquence où Miles est sur le point de sauter du building et tout. Mais moi, ça a été parmi une de mes premières séquences où on a travaillé vraiment, je te dirais, peut-être après 1 mois ou 2, là, dans les débuts. OK. Ouais, donc c'était vraiment au début. Mais, et après, bon, c'est ce que je disais aussi, il se passe beaucoup de choses visuellement parce qu'il y a tous les graffitis au mur. Il y a les deux personnages. Il y a un moment, il y a un champ contre champ entre les deux de dos. Et c'est vraiment très bien fait. C'est assez intime. Et il y a aussi un petit détail que j'ai noté qui m'a plu en revoyant la séquence pour préparer le podcast. Les pattes de l'araignée, en fait, comme il y a beaucoup de trucs visuellement, les pattes de l'araignée, elles brillent. Et du coup, en fait, tu vois la marche juste avec le bout des pattes qui brille. Et c'est super malin. Parce que sinon, c'est vraiment très fin et ça peut être un peu, tu sais, visuellement, ça fait beaucoup de bruit. Que c'est 8 pattes, une araignée. Et du coup, ils ont mis ce petit truc. J'ai trouvé ça kiffant. C'était le petit détail en plus. Mais en fait, tous ces plans de l'araignée j'en parlerai dans mon point après, mais tous ces plans de l'araignée qui n'ont pas l'air si importants que ça, parce qu'elle est très vite oubliée, ça va en fait définir tous les pouvoirs du Spider-Man de Miles, parce qu'il change les couleurs, il est invisible et il peut faire de l'électricité. Ouais, et en fait, tous ces plans que l'araignée là, c'est des petits trucs de planter, récolter, que tu récoltes après, qui disent en fait, le Miles Morales Spider-Man, il va avoir l'électricité, le camouflage avec l'invisibilité, et c'est tous ces trucs-là qui sont mis en place. Ouais, puis t'as aussi ça dans les dialogues. Son oncle, son oncle, il regarde pendant que Miles fait le graffiti et il lui dit ouais, c'est ça, il y a le vrai Miles là qui s'exprime et tout, et qui lui dit oui, tu vois, tu fais des erreurs mais c'est pas grave, ça fait partie du truc. Et tout ça, c'est des trucs qui préparent en fait la suite du film, parce que son apprentissage de comment tu vas devenir Spider-Man, en fait, tu vas faire des erreurs et c'est le vrai toi en fait qui va sortir. Mais moi, je trouve ça le fun comme séquence parce que le fait qu'il va se faire mordre par l'araignée, puis sur son graffiti, c'est marqué Expectations. Ouais. Fait que c'est vraiment le fait de, tu sais, à l'adolescence, t'es vraiment à la recherche de toi. Puis je trouve que Miles, tout le long du film, en dehors d'être Spider-Man, c'est un peu ça, en fait. C'est un adolescent qui fait juste, quand tu dis il a besoin de se rebeller, je pense que c'est plus aussi, c'est cliché à dire, là, mais la quête d'identité. Non, c'est vrai, dans le sens que son père veut l'amener à telle école pour être bon, très, très huppé, puis lui, il essaie il se recherche là-dedans. Puis, c'est ça, on lui a défini un cadre. C'est ça. Et il est pas sûr de se retrouver dans ce cadre, en fait. Et ouais. Mais on peut écouter un extrait. C'est parti. Et entre toi et ce mur maintenant. Oh, même un peu. C'est mieux. C'est parfait. Tu vois, ça donne bien. La raté son parti du jeu. Le vrai Miles se révèle. C'est bien. Maintenant, tu peux contraster avec une autre couleur. Si tu veux des rites, pas de soucis, continue. Si tu veux que ce soit net, reste en mouvement. Super, et la voix, on se disait, la voix en français de Aaron, l'oncle, elle est vraiment chouette. Moi, je l'avais vu qu'en anglais, en fait. Pareil. Je l'ai vu sur Netflix, ouais. Je sais pas pourquoi ici, on n'a pas la version doublée en français. Parce que t'es au Canada, que la version anglaise est très bien. Oui, la version. D'ailleurs, oui, c'est un des premiers trucs que j'ai noté quand tu entends la voix de l'oncle, c'est Mahershala Ali qui double. Et j'adore cet acteur. Donc voilà,
petit big up. Est-ce qu'il y a une version québécoise? C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de version française. Ouais, non, il y a que la version genre anglais, espagnol et. Mais c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de version française, peut-être pas de version québécoise. Je sais pas. Ah, peut-être. Moi, c'était aussi la première fois que je le voyais en français, et pour la première fois, je vous conseille de le regarder en anglais. Parce qu'il est vraiment tellement mieux en anglais. Quand je l'ai revu pour le podcast, je l'ai revu en anglais encore une fois. Je voulais le voir en français parce qu'on fait tous les extraits en français. Ouais, j'y ai pensé après. J'ai pas trouvé, donc je me suis dit. Pareil aussi, les noms des méchants, genre Kingpin, c'est quoi? C'est le Caïd en français? C'est le Caïd, c'est ça, ouais. C'est Caïd. Ouais, super méchant d'ailleurs. Olivier, c'est toi, ton coup de génie. Alors moi, ça va être quand on découvre que son oncle Aaron, du coup, c'est le Prowler, qui est... c'est un méchant qui est excellent. Je le connaissais pas du tout avant ce film. Et il y a pas mal de méchants présentés dans le film. Il y a le Kingpin, le Caïd. Il y a Dr. Octopus, qui est... sa fille, du coup. Ouais, sa fille. Enfin, je sais pas, ou si c'est juste un multivers. Ouais. Si, c'est un multivers, du coup, c'est Olivia, sa fille. Ok, mais j'étais pas au courant. Et il y a le Scorpion, par exemple, aussi, mais qui est beaucoup moins présent. Il y a le Green Goblin au tout début. Il y a qui d'autre? Il y a un des henchmen de... Après, moi, j'ai plus les noms, mais t'as le gars qui est métallique. Non, il y a une peau de diamant. C'est une peau de diamant. Je l'ai déjà vu dans un des comics de Deadpool. Ah ouais. Mais quand ils sont dans la maison de Tante May, tu sais, ils arrivent tous. Comment c'est quoi tous ceux qui arrivent? Il y a le Scorpion. Il y a le Scorpion. Tombstone, voilà, c'est lui. Oui, ah, voilà, okay. Il a une peau indestructible. Ouais. Mais du coup, ouais, les méchants, ils ont été vraiment bien réussis. Moi, j'ai beaucoup aimé que le gobelin, justement, il est complètement redesigné. Mais ça dans certains. Mais ça dépend des comics. Mais le Prowler, du coup, il m'a bluffé, quoi, par son thème et par tout ce qui est. Enfin, comment il a été représenté. Et du coup, quand ça arrive à ce moment-là où on découvre que c'est son oncle, c'était vraiment excellent. En plus, juste avant, il arrive. Miles, il est dans l'appartement en train d'écrire une lettre parce qu'il fait confiance qu'à son oncle pour tout ça. Et puis là, le Prowler, il arrive et puis il enlève son masque. Et gros choc. Cette scène est ouf, ça enchaîne direct avec une course-poursuite avec la musique du Prowler, mais encore un cran au-dessus de ce qu'on avait déjà entendu avant. Et le thème, d'ailleurs, il y a un son qui, quand le Prowler arrive, on l'a révélé. Et en fait, à la base, c'est un son d'un éléphant qu'ils ont modulé et tout. Je reviens là-dessus, ne volez pas mon point. Okay. Vraiment, quand j'ai lu ça, j'étais là, ah ouais, d'accord. J'ai une anecdote pour cette séquence-là. J'avais une shot où Miles devait s'enfuir, justement, puis il essayait de se cacher du Prowler. Puis là, il essayait de reculer à terre, tranquille. Puis j'ai eu de la difficulté un petit peu là-dessus. J'étais il faut sentir la physicalité, puis ses épaules. Puis là, on le voyait de dos. Fait que c'était comme un peu un backting. Puis je m'étais vraiment forcée et j'avais pas réalisé jusqu'à ce que je vois du lighting que dans le fond, il va être invisible. Ah, oui. C'était ma question. C'était vous animiez donc les persos, mais ils n'étaient pas invisibles. Mais non. Mais du coup, ils étaient super piqués sur ce qu'ils voulaient animer, alors que ça allait être rendu invisible. Ah, mais oui, bien sûr. Ouais, mais c'est invisible, mais tu les vois, tu vois les contours, tu vois la silhouette un peu. Grand classique quand même. Animer un truc qui va pas à gauche. Ouais, c'est sûr. Ah, la surprise que j'ai eue, mais bon. Ouais. Mais le reveal, moi, de l'oncle, j'ai encore gasp en le revoyant pour la 5e fois. C'est tellement bien fait. Pourtant, c'est un truc qu'on peut voir venir si on cherche un peu, si on connaît un peu l'histoire des Spider-Man. C'est l'oncle. Et il y a un truc toujours avec l'oncle. La façon dont c'est fait aussi, le fait qu'il soit en face de lui, mais en invisible, et qu'il le voit enlever le masque, tu vois l'expression sur son visage. Et t'as la lèvre qui tremble et tout. Mais c'est en revoyant le film, maintenant que tu sais le punch que c'est l'oncle, toute la course-poursuite, à un moment, il le course là où ils sont allés faire le tag. Oui, il y a vraiment ça c'est la première, quand il balance le tag, il est à côté de là où il y a le... Et il y a vraiment un insert de genre 3-4 secondes juste sur le tag qui peut te faire dire je suis con, je l'avais pas vu avant, alors qu'en fait, c'était genre déjà un truc pour t'expliquer que c'est peut-être l'oncle, tu vois, parce que pourquoi tu ferais un insert sur le tag qu'ils viennent de faire, genre comme ça dans la course-poursuite de 4 secondes où ça coupe le rythme. Parce que déjà, avant la course-poursuite, on le voit repasser par là. Oui, parce c'est ça. Il va analyser d'abord l'araignée qui est morte. Mais comme tu dis, il y a plein de trucs à gauche à droite. Quand ils vont, avant la truc du graffiti, ils passent un espèce de grillage, il y a un logo Alchemax, donc il y a l'espèce d'entreprise sous laquelle Fisk fait le Collider, là, pour ouvrir les différents mondes. Et son oncle lui dit, parce que Miles lui demande, mais comment tu connais cet endroit? Et son oncle lui dit, j'ai fait un boulot. C'est ça. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est juste à côté où il y a le Collider, genre 2-3 tunnels plus loin, il y a le Collider. Alors, du coup, est-ce que les plans de Miles invisible, ça se met dans une démo-reel? Il n'est pas dans le mien pour l'instant. Ok, on écoute l'extrait? Yes, c'est parti. Allô, monsieur Fisk. J'ai les images des caméras de surveillance du tunnel. Si le gamin est dans le coin, je le trouverai. Vous me connaissez. Je n'abandonne jamais.
il est fou, cet extrait, la musique là, quand il y a le dingue. reveal, ça te met tellement la pression, tu sais. La terrifiance. Mais c'est ça, et c'est la musique du Prowler, et puis comme je disais, un cran au-dessus, extrêmement dramatique, Ouais. avec l'orchestral derrière. Ouais, puis ce qui est ouf, c'est que ce moment, il arrive où déjà, il en a pris plein la gueule, Miles. Ouais. Et il arrive pas avec ses pouvoirs, il y a son oncle qui le poursuit, enfin c'est Bah, horrible. c'est pour ça qu'il va chez son oncle aussi. Ouais, ça, et, il en peut plus. Et c'est vraiment horrible, et t'as l'impression qu'il va peut-être avoir une lueur d'espoir de ok, peut-être que je vais avoir un point d'ancrage qui est mon oncle et je vais pouvoir me retrouver. Et non, pas du tout. Et ça, en le revoyant, j'avais un peu oublié à quel point dans l'histoire, vraiment, ils lui font aller jusqu'au fond avant de le relever vers le haut, en fait. Et ça Encore arrive une très fois, tard. Encore une fois, c'est une des tropes principales ouais. de Spider-Man. Ouais, mais vraiment. L'enfoncer jusqu'au bout. Ça dure longtemps, tu vois. Ouais, Je me rappelais pas que ça ouais, durait aussi longtemps. Waouh. C'est quand même un film d'animation, tu sais, où tu te dis, bon, ils vont quand même y aller un peu doucement avec le personnage principal. Non, mais c'est pas bien du tout, en fait. justement qu'il s'est pas Mais fait non, ça, justement, ça change. justement, ouais, ça fait plaisir parce que ça marche extrêmement bien. Du coup, le contraste est d'autant plus fort. Il y avait une shot que j'apprécie vraiment beaucoup dans cette séquence-là où c'est une des premières fois où tu vois vraiment le Prowler qui est à la poursuite, puis là, il ouvre les Ah oui, les mains, griffes. les griffes, puis là, avec sa cape en arrière. Puis c'est un de mes amis qui avait fait cette shot-là. J'étais allée le voir, je fais waouh, mais c'est vraiment une shot cool. Puis dont la cape, justement, le mouvement de la cape, c'était tout l'animateur qui avait fait ça. Puis je pense que la cape était plus ou moins bien riguée, en fait. Il avait dit que ça avait été un cauchemar à animer, ouais. mais je trouve cette scène-là, surtout son mouvement secondaire de cap, là, c'était tellement joli. Là. Fait que tous les crédits à l'animateur qui l'a fait. Un truc excellent, c'est aussi quand il tombe de l'appartement, Miles, il s'explose dans les poubelles et il part en courant, t'as la caméra qui le suit un petit peu, puis ensuite ça rezoome là où il y avait les poubelles, et là t'as le Prowler qui tombe, mais ultra raide, tout droit sur la poubelle, elle défonce. Ouais, lui, il contrôle tous ses mouvements, tout quoi. en contrôle, ultra violent. Il est impressionnant, quoi. Ouais, ça marche de ouf. Robin. Oui, alors moi mon extrait c'est tout le moment où en fait il comprend qu'il se fait abandonner. C'est vraiment, on parlait de il l'enfonce jusque super tard, bah là on arrive à la limite, on arrive en dessous, il n'y a plus rien, c'est le centre de la Terre, où vraiment en fait il croit encore qu'il va pouvoir aider tous les autres Spider-Man qui sont arrivés dans l'histoire. Et c'est là qu'on lui dit non. En fait, tant pis. Peter B. Parker, il dit moi, je vais me sacrifier parce que t'es pas capable d'utiliser tes pouvoirs, t'es pas capable de rien faire sur commande. Et on peut pas se permettre de t'avoir dans l'équipe parce que ça serait trop compliqué en fait de te gérer en plus. Ça serait un danger en plus pour nous, alors qu'on est déjà en danger et qu'en plus, il commence à glitcher de plus en plus au long du film. Et du coup, c'est horrible. C'est le moment horrible de Miles qui dit mais attendez, je peux rien faire. Et c'est vraiment la métaphore de la recherche de soi et tout ça. Et s'il demande quand est-ce que je serai prêt, et on lui dit tout simplement tu le sauras jamais. C'est juste lance-toi. Et ça va être tout mon point après où je vais en parler. Donc mon point, ça va être sur le setup payoff de tout le film en fait, parce qu'il est extrêmement bien fait. C'est une grosse métaphore de en fait se lancer dans la vie, se prendre le courage. Genre, est-ce que je vais être capable de faire ça? Bah, tu le sais pas. Fais-le et t'en seras capable parce que t'auras pas le choix en fait de gérer ce qui t'arrive. Et moi, ce truc-là me mettait des frissons et c'est vraiment la dernière phrase où t'as Peter B. Parker qui est sur la fenêtre et qui lui dit, tu le sais pas. C'est juste, il lui dit en français, c'est il faut sauter dans le vide. C'est juste ça. En anglais, c'est It's a leap of faith. Donc un acte de foi. Et il dit, t'as pas d'autre choix en fait. Et puis là, tous, tu les vois sauter. Et ils partent, et il est juste, lui, il est attaché, il est ligoté sur sa chaise. En plus, il est muté parce qu'ils lui ont mis un patch d'araignée sur la bouche, donc il peut rien dire. Il est juste, c'est désespéré, quoi. Et par-dessus, et c'est là qu'on va arriver à l'extrait de Chloé, t'as son père qui arrive pour remonter vraiment la courbe du film sur j'ai des frissons rien d'en parler, toute la courbe du film, le côté la pression qui monte, vraiment on met le héros le plus bas possible pour qu'après il y ait juste un dialogue qui fasse remonter toute la puissance du personnage et tu fais ce qui fait que le payoff il est tellement, c'est pour moi le meilleur moment du film quand il prend son courage à deux mains et qu'il arrive à faire tout ce qu'il veut faire. Donc voilà, moi c'est cet extrait là qui m'avait remué, quoi. Je pense qu'on peut l'écouter puis après on parlera du dialogue avec son père. C'est ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Salut Miles. Miles, je suis venu te dire au revoir. On se dira au revoir au synchrotron. Tu comprends pas. Tu restes ici. Faut que je sois là pour que vous puissiez tous partir. Ils vont tous partir, Miles. Je serai le seul à rester. Tu prends ma place? Tu mourras si tu restes. Je fais ce que j'ai à faire. Et je préférais te l'annoncer moi-même. T'as pensé à MJ? Ça ne marche pas toujours comme on veut. J'ai besoin du bidule.
M'oblige pas à te le prendre de force. C'est pas juste. Tu dois leur dire que je peux réussir. C'est pas eux qui ont pris cette décision. Le Caïd doit payer pour ce qu'il a fait. Tu dois au moins me laisser me venger. Tu réussiras juste à te faire tuer. Mais je suis prêt, je t'assure. Vas-y, balance ta foudre. Mets-moi KO. Ou alors, deviens invisible sur commande. Et là, je serai plus un obstacle. Je sais que ça compte beaucoup pour toi. Pauvre petit bonhomme. Mais t'es pas encore au point. Je suis vraiment désolé. Alors qu'est-ce qui me dira que je suis prêt? Rien du tout. Tu dois croire en toi. Au final, c'est tout simple, Miles. Il faut juste sauter dans le vide. Ok, et Chloé, tu vas nous parler du coup du speech du père de Miles juste après ça. Oui, moi, c'est la scène que j'avais vraiment adorée. J'ai pas travaillé dessus. J'ai trouvé la séquence-là vraiment bien parce que c'est la scène où le père de Miles, en fait, vient de recevoir la mauvaise nouvelle que son frère est mort. Dans le fond, Uncle Aaron est décédé. Fait que dans sa tête, lui, justement, il venait voir Miles pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Mais déjà, c'est ça, leur relation est pas très au top. Donc, lui, en cognant à la porte de Miles, il dit qu'il veut lui parler. Mais là, Miles répond pas, of course. Il est attaché à sa chaise, mais son père pense qu'en fait, c'est juste que Miles, il boude dans le fond, il veut pas lui parler. Fait que là, il commence à faire un speech à travers la porte pour lui dire... il lui dit pas que son oncle est décédé, il dit juste qu'il est arrivé quelque chose. Puis là, il fait une espèce de speech. Puis c'est là que, en fait, j'adore la scène parce que pour un bref moment, en tout cas pour moi, je me suis placée plus derrière le père de Miles plutôt que Miles. J'ai vraiment ressenti toute l'espèce d'émotion de son père qui dit, en fait, il faisait juste lui dire, écoute, je suis pas un parent parfait, mais je t'aime. C'est vraiment juste ça, son speech, en fait. Fait qu'il lui dit, t'es capable de devenir ce que tu veux, Miles, j'ai confiance en toi, t'es quelqu'un de bien, Puis là, il fait une espèce de gros speech de justement, de confiance et d'amour. C'est ce qui va faire que finalement, Miles va juste dire, bon, ben parfait, mon père croit en moi, je vais croire en moi. Puis là, il trouve la force. Puis c'est là que là, on le voit, il se détache avec son nouveau pouvoir électrique. Puis là, il se détache. Puis là, on le sent prêt. Et je trouve que la scène est vraiment bien. Comme Robin expliquait, c'est vraiment un bon moment de hop. Ouais. Puis c'est fou que le déclic vienne de son père. Alors que t'as l'impression... Enfin, lui, le personnage de Miles, a l'impression que c'est son père qui le bloquait depuis le début du film. Mais en fait, le déclic vient de son père. C'est ça. Et c'est ça qui est très beau aussi. Il évitait de lui parler depuis le début de ses problèmes, en fait. Oui. À chaque fois, on le voyait sur son téléphone, il hésitait à appeler son père, puis ensuite, il allait plutôt vers son oncle ou quelqu'un d'autre. Et surtout, ils ont gardé, depuis tout au long du film, la distance entre le père et Miles, elle devient de plus en plus grande. Parce que Miles l'impose, et son père aussi, parce que t'as l'impression, il dit, bah, mon père ne me comprend pas. Voilà le cas typique de l'adolescent qui se cherche. Et en fait, là, même pour cette réconciliation, même le fait que le père l'aide, ils ont gardé la séparation. Il y a vraiment des plans où tu as le mur au milieu, lui dans sa chambre, lui dans le couloir. Et Miles ne peut toujours rien dire. Il est toujours dans un mutisme parce qu'il est ligoté et tout ça. Et c'est horrible. Et ce qui, encore une fois, marche comme une planche de comics parce que tu as vraiment deux cases, quoi. Exactement. Et c'est vraiment fou. Ouais. Et c'est le côté, ils ont gardé cette séparation. Et c'est de la très bonne réalisation. Et le côté que Miles puisse rien dire. Alors que là, il aurait envie de pleurer dans les bras de son père et tout. Il est juste condamné à rester sur sa chaise, quoi, et après prendre le pouvoir, quoi. Ben, ce qui est bien, en fait, parce que techniquement, justement, ça le force un peu à être à l'écoute. Ouais. Pour une fois, ouais, c'est ça. Ouais. Au lieu de toujours aller contre son père, Exactement. là, il est obligé d'écouter, il ne peut rien. C'est trop bien écrit. Ouais. Ouais. Et après, il y a la séquence avec What's Up Danger, là, la musique. Mais ça, là... Ça, tu vois, quand je disais que les gens avaient hurlé au cinéma, cette séquence-là, les gens ont hurlé. Quand ils sautent et qu'il y a le plan à l'envers, là, waouh. Un truc que je trouve aussi excellent dans ce passage, c'est que quand son père arrive, on sent aussi que Miles, il sait exactement pourquoi son père est là, parce que il vient de voir son oncle mourir et il sait que c'est son père qui a découvert le corps, parce que c'est lui qui l'a dit, qu'il a trouvé dans la rue. Et en plus, son père, depuis le début, il a une haine contre les Spider-Man. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un Spider-Man sur le corps de son frère, décédé. Ouais. Et tu sais, ça doit être tellement... En plus, à la fin, il sait toujours rien, mais
il fait quand même un câlin à Spider-Man. C'est Parce que tellement à ce niveau-là, il se doute qu'en effet, c'était pas Spider-Man. Mais, oui, non, c'est mais ça. c'est vrai que on lui a jamais dit, ouais, non, en fait, c'est pas Spider-Man. On lui a jamais dit du film, c'est juste lui, il arrive sur le truc et il atteste que c'est son frère qui est mort et il y avait un Spider-Man sur le corps et lui, il aime pas les Spider-Man depuis le début. Il le dit. Enfin, bref, c'est vraiment de la bonne écriture tout au long du film, quoi. On peut écouter cet extrait. C'est parti. Miles, c'est ton père. Ouvre-moi, s'il te plaît. Miles, je vois ton ombre bouger sous la porte. Ok, je vois, tu continues à me faire la tête. On peut se parler 2 secondes? Quelque chose... Il est arrivé quelque chose à... Parfois, les gens se perdent de vue, Miles. Et je refuse que ça nous arrive, tu comprends? C'est sûr que je te donne pas toujours ce qu'il te faut, ou alors j'ai pas les mots que tu attends. Je vois cette étincelle dans tes yeux, c'est incroyable. C'est pour ça que je te pousse. Mais elle t'appartient. Je sais pas ce que t'en feras, mais tu seras génial. Appelle-moi quand tu pourras, ok? Je t'aime. Et t'es pas obligé de me répondre cette fois. Oui, petite référence au début du film, quand il lui dit t'es pas obligé de me répondre. La scène est mythique quand il dépose Miles à l'école en voiture de police et qu'il lui dit dans le haut-parleur Miles, je t'aime, et il lui dit You have to say it back. Et il y a surtout, il met des gyros. Oui, t'as le bruit des... Parce mais que, il est sur le haut-parleur et tout. C'est ça, mais c'est genre, il roule et t'as les mecs dans la rue qui disent attendez, mais les flics, ils passent pas au rouge. Il fait certains le font, pas moi. Pas ton père. Et puis c'est là, il arrive à l'école, il met juste un coup de gyro assez court, assez long, juste pour lui dire hey, fais attention à moi là, parce que je viens de te dire je t'aime en fait. Cette scène-là, d'ailleurs, quand il a fait certains flics passent devant les rouges, mais il fait un petit. Mais pas ton père. Puis ça, cet acting-là, je me rappelle, l'animateur avait proposé cette animation-là en finesse, en simplicité, juste dans la pose. C'était parfait. Je me rappelle, les réalisateurs, Bob avait regardé ça, il était en amour avec la scène. Il était comme, man, you just nailed it. Il était vraiment en admiration. Puis ça, c'est une chose qui était le fun sur le film, c'est que les réalisateurs du film étaient vraiment ouverts aux idées des animateurs. Dans le fond, ce qu'ils leur disaient, il y avait une direction précise, ils savaient ce qu'ils voulaient, ils voulaient quelque chose de cool, mais en même temps, il disait aux animateurs, vous êtes les premiers fans, dans le fond, de ce genre de film-là. Amusez-vous, surprenez-nous. Puis fait que c'est ça qui était chouette. C'est que ça a payé, hein? Ouais, c'est clair, ça se voit en fait qu'ils se sont amusés. Ouais. Et moi, alors, pour l'extrait de Chloé, moi, c'est très bête, hein, et ça peut paraître pas intéressant comme plan à animer, mais genre, le plan de Miles ligoté sur sa chaise qui doit sauter avec la chaise qui roule, et après, t'as un petit drift, et je vois ce plan et je fais... Ça allait tellement dur et c'est tellement bien fait et il y a pas trop, c'est pas assez, c'est exactement comme ça que ça serait. Je fais, c'est trop bien. Ouais, surtout que tu peux vite tomber dans trop du cartoon sur un plan comme ça où il est attaché, où tu te dis qu'est-ce que je fais avec ces mouvements et tout. J'aurais bien aimé voir les références. Ouais, c'est clair. Ouais. Chérie, ligote-moi à la chaise. Ok, c'est maintenant. Et maintenant, je me casse la gueule. Merde. Oui, ça doit être pas mal. Mais écoutez, on va pouvoir peut-être passer à la potion magique. Alors, gros Nébulix, qu'est-ce quoi? C'est quoi que tu nous prépares là, copain? Et Robin, c'est toi qui vas commencer avec la potion magique. Ok, alors ma potion magique, moi c'est sur le planter-récolter ou en anglais le setup payoff. Je sais pas si on vous a déjà parlé de ça dans le podcast, il me semble que oui. Je vais devoir reprendre plein de point par point, de choses qu'on a déjà dites, mais c'est important de les redire pour que tout le monde puisse comprendre où est-ce que je veux aller. Et à la fin, je vous ai préparé un mini quiz. Ah ça j'adore. Alors... Spider-Verse, pour moi, c'est une masterclass en storytelling. Pas parce que c'est complètement innovant, ils réinventent pas la roue. Ils utilisent les mêmes codes que tous les autres films, mais avec beaucoup d'intelligence. Il me semble qu'on a déjà parlé du planter-récolter dans ce podcast, ou Setup Payoff, comme je l'ai déjà dit. Épisode 1. Épisode 1. C'est quoi? Je connais pas. Pour moi, ce qui fait un bon film, ce qui fait que le film est bon, c'est que la mise en place, donc les planter, est super subtile, et les récolter sont extrêmement satisfaisants.
Donc on va parler des setups. Donc dès le début, on comprend la situation de Miles via la relation avec son père, son comportement dans la rue versus son comportement avec ses camarades de classe, le refuge qu'il s'est créé chez son oncle. Tout ça montre une recherche perpétuelle d'identité, recherche de soi. Miles est en train de se chercher, c'est un ado, c'est normal. Et surtout, il est sous pression constante par l'école, ses parents, et on va rajouter par-dessus une autre pression. En tout cas, tout ça, c'est juste du développement de personnage super bien ficelé. Et ce truc-là qui m'a tué, c'est que c'est avant même que l'intrigue principale elle commence. Ça prend une demi-heure avant même qu'il se fasse mordre par l'araignée. Et juste là, tu fais waouh, ok, ils ont pris le temps de pendant 30 minutes de me dire ça c'est Miles, maintenant on va peut-être commencer l'histoire. Et donc toute cette recherche de soi, elle colle parfaitement au personnage de Peter Parker finalement. Spider-Man, ça a toujours été mon héros préféré, justement pour ça, parce que je me suis toujours super bien retrouvé dans ce personnage. Ce côté inadapté, recherche de reconnaissance, prouver soi-même et tout ça. Et je pense que je suis pas le seul, je pense qu'on se reconnaît tous plus dans Spider-Man que dans Iron Man. Je veux dire, on n'est pas tous milliardaires avec des... Je vois pas de quoi tu parles. On n'est pas tous milliardaires avec des... Ouais, peut-être pas vous. Avec des robots. C'est ça. Bon, après, peut-être Elon Musk, il se retrouve plus dans Iron Man, par exemple. Tout à coup, il se retrouve avec énormément de pression sur les épaules pour un enfant. Et ça, on nous le rappelle avec cette scène que j'adore, c'est qu'il retourne chez lui et il demande s'il peut dormir à la maison. C'est vraiment un comportement d'enfant. Et c'est vraiment le film qui te dit, ben ouais, il a l'air d'un ado, il a l'air d'avoir confiance en lui, mais comme un ado, il feint ça. Il montre qu'il est capable, alors qu'on sait très bien qu'intérieurement, on ne l'est pas et on est tous passés par cette étape. Et tout à coup, on lui demande de savoir servir de ses pouvoirs, là tout de suite, parce que par manque de temps. Il perd son oncle sous ses yeux, c'est terrible, il peut rien faire. Et tous les autres Spider-Man, en fait, ils attendent de lui qu'il soit capable très rapidement d'être capable. Sauf que eux, ils ont eu le temps de passer par toutes les étapes, la perte d'un être, le deuil et le fait de grandir. En fait, tous les autres Spider-Man sont déjà passés par toutes ces étapes et lui, il lui demande de faire ça en genre 20 minutes, alors qu'eux, ils ont eu des années pour le faire. Et en fait, tout le monde peut s'apparenter à ça, se connecter, parce que tout le monde, dans sa quête, dans sa vie, a eu ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, tout le monde a des choix à faire, à des moments. À un moment, on s'est tous posé la question, est-ce que je veux être acteur de ma vie ou spectateur et laisser le bus passer devant moi et sans rien faire en fait parce que j'ai trop peur d'agir. Et c'est vraiment pour ça que j'ai pris cet extrait, parce que c'est toujours quand il demande quand est-ce que je serai capable, on lui répond qu'on sait pas, il faut juste sauter dans le vide. Donc la scène que j'avais sélectionnée, c'est exactement ça. Puis après il y a la scène que Chloé a sélectionnée qui nous donne vraiment le contrepoint, qui nous donne vraiment le pouvoir. C'est vraiment quand son père lui dit qu'il est capable qu'enfin il se sent capable. Ce qui nous amène au payoff. Meilleure scène du film, mes amis, mes enfants. Il saute littéralement dans le vide. Il est juste avant son saut, il est presque en position fétale sur le building. Il se replace les jambes, il se replace les bras. On voit qu'il est toujours pas en contrôle. Et là, il saute dans le vide. La caméra est complètement inversée. Et pour la première fois du film, il monte dans l'écran. Alors qu'avant, il fait que descendre. Et c'est là qu'aussi il obtient sa première couverture de comics. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait les Spider-Man qui arrivaient, il racontait « Ok, je vais le faire une dernière fois ». Et il te raconte toutes les histoires et il y a la couverture de comics qui tombe. On n'avait jamais eu celle de Miles Morales jusqu'à ce moment-là. En réalisation, comment ça se traduit ? En fait, c'est un travail de caméra et d'animation incroyable. Et en fait, si vous reprenez plan par plan, la première fois que Miles il essaie de voltiger, il tombe, il rebondit sur un pôle de drapeau, il s'écrase par terre. Quand il tombe, il y a un truc qui fait « Ah !» Et si vous prenez la scène où il saute, il prend le pôle de drapeau, il tourne autour, il se lance en l'air et cette fois il monte vers la caméra en criant wouhou, et c'est exactement le même genre de caméra, il monte le long du building et tout. Et alors là je vais vous montrer un petit truc aussi, ça va être, on va le mettre dans le podcast, dans l'épisode YouTube, mais malheureusement vous l'aurez pas dans les autres plateformes. Quand au début du film il sort de chez lui et qu'il marche dans la rue et qu'il parle à tous ses copains, et à la fin du film quand il est en Spider Noir et qu'il se balade dans la rue, une fois qu'il a attrapé le caïd et qu'il a fait le câlin à son père, si vous regardez et que si vous superposez les deux plans, c'est exactement la même caméra. Donc c'est-à-dire qu'ils ont pris la même caméra qui anime exactement, il marche vers la caméra et la caméra tourne autour de lui. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc la caméra, elle fait exactement le même mouvement, elle tourne autour de lui et c'est exactement la même caméra mais qui raconte autre chose. Et ça, c'est un travail de fou malade. Et quand, voilà, après évidemment, il y a la petite blague de quand il tombe le long du mur. Et moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai découvert ça, j'ai fait OK, donc on est vraiment sur une grosse masterclass. Bravo l'équipe de caméra, bravo l'équipe d'animation d'avoir pensé à ça. Et pour moi, ça sera la fin de mon point. Et après, je vais passer au petit quiz. Est-ce que vous êtes prêts pour répondre à des questions ? Ouais, c'est trop bien. Moi, le truc de la caméra et tout, j'avais déjà entendu parler, mais j'avais jamais vu. C'est trop fou, en fait. Ouais, on va vous le mettre dans l'épisode de YouTube. Ah ouais. Alors, petit quiz. Alors, au début du film, il y a une chanson que Miles Morales est en train de meumeuer, si on peut dire, de Post Malone. Qu'est-ce que dit Miles ? She wanna ride me or she wanna drive me ? Drive ?
Il dit Drive. La version originale, c'est She Wanna Ride Me, mais pour la garder PG. Et en fait, tu feras attention qu'il fait que me juste sur ce vers-là. Il rechante par-dessus pour garder sa PG et il dit She Wanna Drive Me. Ah ouais. Ouais, super intelligent. Au début, il y a toute l'introduction de Spider-Man qui dit OK, on va le faire une dernière fois. Et il fait et jusqu'à maintenant, je suis le seul et unique Spider-Man. Et là, il est en l'air, en suspension. Et il y a des oiseaux qui passent derrière. Il y en a combien? Bah là. Il n'y en a pas 3 42. Il y en a 7, comme le nombre de Spider-Man représentés dans le film. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, c'est un truc de fou. Et encore là, je vous ai écrémé, il y en a beaucoup plus. Hein. À quel point le père de Miles et son frère, du coup l'oncle, sont en froid. Et comment dans le film, ça nous l'est expliqué ou montré. C'est quand son père il essaie d'appeler Aaron. Exactement. Parce qu'il n'a pas de nouvelles de Miles depuis longtemps et il sait qu'il va toujours vers Aaron. Et il lui dit au téléphone... Ok, ça c'est une chose, mais en fait il y a plein de petits trucs. À chaque fois que le père ou l'oncle sortent leur téléphone, le fond d'écran c'est une image d'eux enfants. C'est une image du père et de l'oncle enfant qui sont vraiment accoudés les uns aux autres et tu vois qu'ils sont pas si distants que ça. Mais non. Si. C'est ouf. Non, c'est pas forcément ça. Ils sont distants, mais ils s'aiment encore. Ouais, c'est ça, mais ils s'aiment encore. Quel acteur d'un célèbre duo américain est dans le film? Caché, un petit peu sur une affiche comme ça derrière. D'un célèbre duo américain? Ouais. On parle de quel milieu là? On parle du milieu des acteurs américains. Ouais. Il y a un duo assez connu. Vous trouvez pas? Ce serait pas les Blue Brothers? Non, c'est pas les Blue Brothers. Seth Rogen. Okay. Et en fait, il est sur plein d'affiches de posters en train de faire du cheval. Okay. Et il est vraiment sur des affiches comme ça derrière. Combien de fois voit-on Stan Lee dans le film? Beaucoup. Parce que moi je connais celle-là. Ouais. Il y a la fois où il y a le vrai caméo dans le costume, c'est un classique, on le voit. Et après il y a une scène de train où il est dans tous les plans du train. Ça on va le compter pour une autre fois. Une fois. Et il doit y en avoir une troisième du coup. Quand un moment quand il y a la mort de Spider-Man. Non, en fait on le voit quand le train il passe, quand il est en train de voltiger avec Peter B. Parker qui est complètement assommé. On le voit dans chaque frame du train parce que tout le monde voulait l'animer. Et à un moment, il se retrouve au milieu du pont. Et vous savez, il se balance et puis il tombe. Puis il fait « Thank you, Brooklyn » parce que tout le monde l'enjambe. Ouais. Et ben c'est un Stanley qui l'enjambe sur le passage piéton. Non. Il est de dos et on le voit pas du tout. Ouais, non, c'est ça, c'est vidéo. Quand Miles électrocute Peter B. Parker dans le cimetière, qu'est-ce qui se passe visuellement? On voit pas un squelette genre un peu cartoonish. Voilà. Ouais. Et ben pas du tout. Non. On pourrait se dire ça. Ils font pas un reverse color. Non, pas du tout. T'as raison. On voit un squelette cartoony, mais c'est pas un squelette. Ils ont juste mis le vrai système nerveux. Ils ont pas voulu aller vers le squelette comme un cartoon. Tu vois juste le vrai système nerveux d'un corps humain. Waouh. C'est super intelligent. Et dernière chose, pour vos oreilles, vos douces oreilles, je vais vous faire écouter le thème de Miles Morales. Ok, jusque-là, rien de spécial. Je vais vous faire écouter le thème du Prowler. Ouais, c'est vrai, ok. On en avait parlé de ça. Vous le prenez, vous l'inversez, vous le ralentissez de 20%. Non. Mind blown. C'est trop bien. Voilà à quel point ce film est super bien travaillé, jusque dans sa musique, jusque dans les thèmes, jusque dans les patterns. C'est un truc dans le thème de Miles, fou. Il y a déjà son oncle. C'est ça, dans le thème de Miles, il y a déjà son oncle. Et il y a encore des milliards et des milliards d'autres petits trucs qui sont cachés partout dans le film, notamment quand il va voir son oncle la première fois dans l'appartement, à la télé de son oncle, il y a Community qui passe avec l'épisode où l'acteur Donald Glover qui est en Spider-Man, qui lui a joué dans le Spider-Man avec Tom Holland. Il joue Aaron. Et autre chose, à propos de Donald Glover, il avait été approché pour doubler Spider-Man, Miles Morales, dans le film à la base. Je sais pas quoi vous dites que c'est une masterclass. Regardez ce film, c'est trop bien ficelé. Revoyez-le même plusieurs fois. Oui. Trop bien. Putain, merci Robin. C'est le deuxième quiz qu'on fait dans 12 FPS. On en avait fait un avec Sacha là, et c'est trop bien à chaque fois. Je suis trop au taquet. Moi, je suis impressionné par tes skills de détective. J'ai travaillé sur le film et je savais pas du tout ça. Mais j'ai regardé partout, mais je suis pas le seul. Après, j'avais plein de forums que je suis allé lire, des analyses. Je suis allé voir un peu tout ce qui se disait. J'ai pris les trucs les plus importants. Parce qu'il y en a après, il y a plein de vidéos qui ont été faites de 30 minutes, 1 heure, qui parlent de tout ça. Il y a énormément de choses. Mais donc voilà. C'est fou, il y a énormément de contenu sur le film. En faisant les recherches, tu te rends compte que les gens adorent ce film en fait. Chloé, tu voulais nous parler de deux choses.
Oui, moi j'ai 2 coups de cœur. Ben, en fait, j'adore le fait, la féministe en moi adore le fait qu'il n'y a pas nécessairement et explicitement une histoire d'amour entre Gwen et Miles. C'est plutôt une genre de très belle et forte amitié qui est dépeinte. Gwen est présente dans l'histoire, pas juste à titre de princesse, mais vraiment comme en tant qu'héroïne à part entière. Ils ont fait passer d'abord la relation de Miles et ses 2 figures paternelles. Donc Miles et son mentor avec Peter Parker, puis Miles avec son père et son oncle. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment rafraîchissant. Puis mon deuxième point, en fait, ben c'est sûr, comme je suis pas la seule, j'ai beaucoup aimé l'angle dans lequel ils ont abordé le bad guy, donc Kingpin. Il est super caricatural, même dans son design. Il est immense, il est toute la place. Surdimensionné, cruel, imposant. Mais dès que tu le vois comme parler de sa femme, de son fils, ou même dans les quelques plans qu'on voit l'illusion de sa femme et son fils, il change complètement. On voit tout de suite comme 200% de vulnérabilité. Puis je trouve que ça ajoute tellement à sa dangerosité, dans le sens qu'on sent qu'il est fou, il est prêt à tout, dans le fond. Enfin, il est blessé. Fait que ça encore là, c'est un angle, c'est peut-être cliché, là, justement, de dire quand on voit la vulnérabilité d'un méchant, ça double sa force, dans le fond. Mais ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. J'aimerais revenir un peu sur un point sur Gwen que j'ai trouvé excellent dans le film. C'est on voit souvent les autres Spider-Man de leur multivers trouver quelque chose dans cet univers qu'ils avaient perdu, ou genre Peter B. Parker, il voit Mary Jane et il est plus avec dans son univers et tout. Et donc, il y a une grosse emphase là-dessus. Mais Gwen, c'est pas vraiment mis en avant, mais elle, celui qu'elle a perdu, c'est Peter. C'était son ami. C'était son ami, et c'est lui qui est mort, et c'est pas son oncle. Et c'est pas vraiment mis en avant, mais elle se retrouve quand même devant lui à nouveau. Oui, et il y a des petits passages comme ça où ça se ressent, il y a des petits moments d'acting super délicats. D'ailleurs, quand elle raconte qu'elle perd son ami Peter Parker, il est au sol. Il a une sorte de texture d'écaille sur lui. Oui, parce que c'est lui qui devient le lizard. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça fait penser c'est vraiment un rappel directement au comics sur le lizard. Vraiment référence de geek, vous en ont mis partout. Tu fais, c'est trop bien. Alors, question sur le Kaïd, Kingpin. Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que tu l'as animé? J'ai animé un plan avec lui. Il était très en foreground. Fait que j'avais pas c'était juste il levait le poing. Fait que j'ai animé plus sa femme et son fils. Et c'était difficile de le poser parce qu'il est quand même énorme, quoi. Oui, non, j'ai pas eu de plan avec lui. Ce qui était difficile, puis ça, j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est que dans le film, dans le fond, dans le design, toutes les lignes qu'on voit souvent dans le visage ou même dans le poing, c'est comme des lignes noires qui déterminent la shape. C'est ça, très comics. On les ajoutait comme à la main. C'était une par une. Wow. Et c'était Donc c'était un rig à part que tu rajoutais sur le rig? Non, c'était comme des shapes que tu mettais la visibilité. Puis après ça, tu les on and off. Fait que tu décidais combien t'en voulais. Puis ça, c'était vraiment propre à l'animateur. Donc, on faisait nos suggestions. Puis après ça, il nous dirigeait, OK, un peu plus, un peu moins. Puis je me rappelle qu'il levait le poing. Puis j'étais... Mon Dieu, c'était parmi mes premières shots aussi. Mais je disais, mais ça va être un travail de fou de juste tout shaper toutes ces lignes-là dans son poing. Puis il y avait un animateur qui avait fait un plan similaire. Puis il m'avait juste dit, j'étais allée le voir. Je lui ai dit, mais comment t'as fait? Ça va me prendre des heures. Puis il avait dit, non, mais je l'ai juste fait. OK, just do it. Just do it. Puis j'avais son plan en référence, puis je pouvais pas. Puis ça a été une des plus grandes expériences de ce film-là, je trouve. Là, ça a été vraiment de prendre de la maturité en tant qu'animatrice par rapport à tous mes collègues qui étaient tellement pros. J'avais en référence la shot qu'il avait fait et c'était tellement beau. Donc je me disais, mais je peux pas faire moins. Donc je l'ai juste, puis c'est là la magie de la chose, un peu comme Miles, je l'ai juste fait. Ça a fonctionné finalement, mais oui, c'est tout ce que j'ai animé. Et aussi, tu disais, tu me racontais que le côté animé à 2 ou animé à 1, c'était vraiment complètement l'animateur qui décidait. C'était pas un truc imposé d'animer à 2 frames en fait. Au tout début, il était en recherche de style, c'est sûr. C'était voulu, oui, que en général, on animait en twos, mais il était très libre puis très lousse dans le quand on pouvait déroger de ça. En ce sens que c'est sûr qu'en animation, des fois, quand il y a quelque chose qui passe très vite à l'écran, mais c'est peut-être mieux en ones parce que sinon, ça va être un petit peu trop stroby. Fait que il nous laissait de la liberté dans le feeling, des fois, des choses un petit peu plus délicates si on voulait le faire en ones pour que ça ait plus de finesse. Mais fait qu'il y avait pas il y avait une guideline générale, mais oui, on avait beaucoup de liberté par rapport à ça. Ah, c'est trop bien. Là, tu parlais du Kingpin, moi, le personnage, la première fois que j'ai vu le film, il m'a fait beaucoup penser au même personnage, mais dans la série Daredevil. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur Netflix. J'ai vu la première saison, ouais.
Et donc, j'ai perdu le nom de l'acteur, mais c'est le même personnage qui joue dans Full Metal Jacket. Dans Full Metal Jacket, merci. Et il est excellent, et vraiment, il a aussi ce côté imposant, parce que l'acteur est massif. Et là, ils ont encore exagéré ça dans Spider-Verse, où vraiment, il prend toute la largeur de l'écran. Et à la fin, dans le dernier fight, il y a un moment où il y a un plan vertical où il tombe avec Kingpin et Miles. Et en fait, ça, c'est un plan qui est genre quasiment le même que dans le générique de la série Daredevil. Ils ont repris le même format et tout, avec le monument derrière de New York et tout. Le petit clin d'œil à la série, ça m'a beaucoup plu. C'est ça, sur Kingpin. Olivier, tu voulais nous parler de... Ouais, du cel shading. Le cel shading. Attention à la technique, les gars. Ouais. Point technique. Olivier à la technique. Non, je vais faire un petit point là-dessus parce que du coup, c'est un procédé de rendu que j'adore, que j'apprécie énormément depuis très longtemps. Donc, il y a un style de rendu qui permet de donner un aspect cartoon 2D à de l'animation 3D, qui est à l'opposé complète du photoréalisme. Et c'est quelque chose qui existe, qui a commencé à se répandre plus début des années 2000, même si ça a été utilisé avant, dans les années 90. Genre, c'est pas mal utilisé dans les vieux films 2D quand ils veulent faire utiliser des éléments 3D pour faciliter les choses, mais du coup, ils doivent faire un rendu qui se rapproche du style 2D. Et donc, ça va être majoritairement des sortes d'aplats de couleurs, beaucoup moins de détails dans les textures, dans les ombres. Et ça a d'abord été utilisé en Corée du Sud, aux US et au Japon, et notamment dans les animés. Ça a eu énormément de succès. Par exemple, dans Akira, ça a été utilisé dans beaucoup d'animés. Dans Full Metal Alchemist Brotherhood, il y a plein de monstres à la fin qui sont directement en 3D avec ce rendu-là. Mais ça encore, ça c'est récent, tu vois. Ouais. Mais du coup, ça a commencé par là. Et ensuite, il y a vraiment eu des projets qui sont sortis avec des directions artistiques complètement faites en cel shading, notamment dans les jeux vidéo. Ouais, Prodigies aussi en film que je ne vous recommande pas, mais je vous recommande le livre sur lequel c'est basé. Dans ce cas-là, il y a Appleseed Machina, je crois, ou Deus Machina, quelque chose comme ça, qui est un vieil animé full cel shading. Mais donc le premier jeu vidéo, par exemple, qui a utilisé le cel shading comme une direction artistique, c'est Jet Set Radio, qui est sorti en 2000 sur Dreamcast, qui est un de mes jeux préférés. C'était mon premier jeu de console et qui a une direction artistique ouf, qui est c'est intemporel en fait comme style artistique. Et après d'autres jeux qui sont peut-être un peu plus connus du grand public, ça va être Zelda Wind Waker qui est sorti en 2002, Okami en 2006 et un peu plus proche de notre sujet d'aujourd'hui, Spider-Man Ultimate en 2005. Oh putain, ouais, j'avais oublié ce jeu. Ah, moi aussi, oui, c'est vrai. Voilà. Et ils ont fait d'ailleurs parce que tu parles du jeu Spider-Man, dans le jeu donc sur PlayStation là, qui s'appelle Spider-Man tout simplement. Oui. Le récent là. Ouais, Marvel Spider-Man, que je vous recommande de faire d'ailleurs, excellent. Et t'as plusieurs costumes, il y en a un qui est en cel shading justement. Alors, toute la ville est en réaliste, mais ton perso est en cel shading. C'est dans le dernier qu'ils ont sorti avec Miles, Spider-Man Miles, et ils ont fait justement le costume de Spider-Verse, où il est animé en 2 d'ailleurs. Oui, il y a la même chose dans le... C'est extrêmement bizarre, parce que tu joues, tout est animé en 1, sauf que ton personnage que toi tu joues, il est animé en 2. Il y a des petits onomatopées de comics qui pop aussi. Tu sais pas comment ils ont fait ça en jeu vidéo, tu fais mais... Ça marche trop bien, franchement ça marche trop bien. C'est un peu perturbant au début, mais ça marche trop bien. Bravo les développeurs. Okay. Merci Olivier. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose? Des anecdotes en plus, des histoires? Non? La seule anecdote que moi qui m'avait vraiment impressionnée quand j'étais arrivée sur l'équipe, c'est par rapport à l'équipe, dans le fond, du film. Tu sais, les choses qu'on peut pas voir, que ça se ressent quand tu regardes le film, mais que tu peux pas savoir. Pour l'équipe d'animation en tant que telle, j'avais vraiment été étonnée de voir à quel point il y avait beaucoup de jeunes animateurs. L'équipe était c'est fou ça. Ça, c'était dans la vingtaine, là, c'était le 3/4 de l'équipe. Même on n'est pas au niveau, les gars. Ah non, c'était fou. J'avais je pense, si je me trompe pas, dans le fond, l'animateur qui a fait la scène super légendaire de Miles au début qui chante et tout ça. Lui, c'était sa première expérience professionnelle. C'était son premier film. Wow. Il y avait plein de gens comme ça qui sont débarqués. Il y avait pas beaucoup de femmes sur l'équipe, mais oui, c'est ça. Somme toute, c'était vraiment plein de jeunes animateurs. Fait que ça, oui, j'avais trouvé ça fou. Ouais, d'ailleurs, j'avais une question comme ça. Est-ce que vous aviez genre un quota défini ou c'était serré ou...
Oui, il y avait un quota, mais je pense que c'est très typique Sony dans le sens que tu faisais toujours de ton mieux. Puis bon, c'est sûr qu'il y avait certains animateurs qui étaient plus productifs que d'autres. Oui, toujours. Nécessairement, ces gens-là se retrouvaient à avoir les meilleurs plans parce que justement, ils performaient très bien. Fait que il y a toujours une espèce de... Mais le quota en tant que tel, je pourrais pas donner un chiffre en particulier parce que aussi, ça a comme un peu changé au fil de la production, tu sais, au début versus à la fin. Oui, bien sûr, oui. Mais... À la fin, c'est toujours plus le rush. Ouais, mais l'équipe était vraiment jeune, ça c'était vraiment cool à regarder. Ouais, parce que quand tu vois le film, tu te dis ouais, ça devait être des gens qui avaient genre, je sais pas, 10 ans d'expérience pour certains choses. Ah non. Même que moi je me rappelle aussi, j'ai eu beaucoup de leçons d'humilité sur ce film-là. Le gars avec qui j'ai commencé, dans le fond, c'était un Japonais qui était fraîchement débarqué à Vancouver. Il est allé le chercher, il avait 26 ans et il était pas fluent, il parlait pas anglais en fait, il parlait à peine anglais. Fait que je me rappelle que puis on était dans le même pod, il était assis à côté de moi. Allô Takuro. Puis il était tellement talentueux, puis il voulait tellement. Puis quand je parlais de leçon d'humilité tout à l'heure, il allait en dailies avec son enregistreuse, puis il enregistrait. Puis après ça, il allait à son poste, il s'assoyait, puis il allait sur Google Translate. Wow. Ouais. Pour être sûr qu'il a bien compris. C'est sûr, à la fin de la production, après un an, là, il s'était amélioré en anglais. Mais il n'y avait pas d'autres Japonais qui pouvaient l'aider à traduire ou quoi directement? Oui, par exemple, ça, c'est aussi quelque chose que j'avais noté. Il y avait beaucoup de Japonais sur l'équipe. Donc, oui, il y avait quelques personnes, mais non, je pense que c'était vraiment juste parce qu'il y avait... il parlait, il y avait une base, là, mais c'était vraiment juste parce qu'on avait ça sur Scoop, justement. Il y avait un Chinois qui était venu, qui était une brute épaisse en animation. C'était impressionnant. Mais du coup, on l'avait mis avec un buddy qui parlait chinois et il traduisait pendant les dailies. Enfin, pas pendant, mais après tout ce qui avait été dit pendant les dailies, il lui traduisait tout ce qui avait été dit pour qu'il puisse faire ses notes, quoi. Mais tu fais, ouais, le mec, t'es venu. T'imagines, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Tu dis, en plus, tu parles pas la langue. Et en plus, il devait apprendre le français parce qu'il est au Québec. Waouh! Ok, bonne chance. Puis une autre anecdote aussi, là, je pars dans tous les sens, mais il y avait une autre anecdote aussi qui m'avait un peu traumatisée. Une des scènes de bataille entre Prowler et Peter Parker au tout début, autour du Collider, il y avait un animateur, Eddie, qui avait fait une scène de combat finalement. Puis les storyboards puis le layout étaient plus ou moins explicites. Donc, c'est l'animateur qui devait faire des recherches pour trouver les chorégraphies de bataille. Ah oui, d'accord. Ouais, fait que ça, c'était quand même fou. Fait qu'il y a beaucoup de travail de chorégraphie que c'est vraiment, c'est le fruit des recherches puis des... c'est fou. Et du coup, ils sont basés sur quoi? Des comics, des films d'arts martiaux peut-être aussi? Sûrement, c'est ça, c'est vraiment propre à la... Je lui ai pas parlé, je sais pas c'était quoi. Le gars, c'est un super bon acrobate, il est dans une salle de sport, trampoline, matelas. Il s'est filmé d'un côté, il a fait un personnage et il a fait de l'autre côté aussi. Et il a appelé le Cirque du Soleil, il a fait les gars, j'ai un job pour vous. Ben, les directeurs du film nous avaient déjà bombardé de choses à regarder en termes d'inspiration. Entre autres aussi One Punch Man. Il nous avait dit de regarder ça beaucoup. Mais après, tu dis qu'il y a beaucoup de japonais, ça me surprend pas parce que le style d'anime, il se rapproche aussi beaucoup de ce qui est fait en animation japonaise. Sur les combats, la simplicité et tout, je lui dis, c'est clair que s'ils avaient des bons animateurs 3D là-bas, autant les ramener, quoi, tu vois. C'est vrai que c'est quand même un style d'anime qui se rapproche beaucoup plus de l'animé japonais que du Pixar ou autre, on a l'habitude. Surtout quand il y a Penny Parker, donc une des Spider-Man du film. Du Spider-Woman du coup, qui est avec son mecha, qui est la version vraiment japonaise animée. Que ça m'a fait rire. Mais il y a vraiment un moment où elle part en full animé en fait, et c'est avec des pauses très très marquées qui durent un peu et ça fuse dans tous les sens. Avec la musique, tous les petits clichés, le truc comme ça. Puis avec comment il s'appelle le cochon Peggy Parker. Peggy Parker, un truc comme ça. Et où lui, il est animé ultra cartoon. Peggy Parker. Et lui, il part en mode complètement cartoon Looney Tunes. Avec les enclumes. D'ailleurs, il y a des grosses blagues de licence. Il y a ça aussi, moi, ce que j'avais adoré, c'est quand il arrive pour la première fois et qu'il serre la main. C'est un truc qu'on ferait plus maintenant en animation, mais c'est tellement l'ancienne animation. C'est tout le mouvement est drivé par la main qui fait un arc et tu fais oui, ça marche parce que c'est son style, c'est son mais personnage c'est lui, et qu'ils ont changé le style d'animation juste pour lui. Mais tu te rends compte quand t'as tous les persos, savoir garder le style de chaque perso. Et là encore, pour lui, ils ont encore plus poussé le style cel shading pour avoir vraiment le côté plat 2D des vieux cartoons de Looney Tunes. Et inversement, ils ont poussé le côté comics avec les points là et les couleurs sur le noir, contrastées sur le Spider-Man noir, qui est doublé par Nicolas Cage d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et moi, j'avais posé d'autres questions à des animateurs de Sony parce qu'il y a des trucs qui se passent dans le film qui pour un spectateur lambda semblent normal, mais qui en animation c'est extrêmement compliqué à faire.
un truc très bête qui s'appelle un time-lapse. Dans la vraie vie, tu poses juste la caméra et tu laisses la vie faire son cours, tu vois. En animation, c'est juste pas possible parce que si tu laisses la vie faire son cours, il ne se passe rien. Et j'ai demandé comment tu fais un time-lapse en animation. Est-ce que tu animes tout et après ils accélèrent? Comment tu fais, quoi? Et de ce que j'ai compris, il animait, mais vraiment... voilà, il faisait les poses principales, il appuyait sur spline, il faisait quelques breakdowns par-ci par-là, mais il s'embêtait pas plus que ça. Et après, dans l'accélération, ça marchait. Mais en fait, il allait pas spliner le truc extrêmement loin et tout ça, juste pour que parce que avec la vitesse, ça marche quand même. Je pense qu'après, tu le vois et tu le ça, vois là où il y a des trucs qui pop. C'est ça, il disait, moi je l'ai accéléré et je regardais, tiens, par exemple, tu sais, les timelapses quand il dort et que t'as son coloc qui est en train de travailler là, il fait, bah là, tu vois, le truc où il tourne sur la chaise, ben, j'ai rajouté beaucoup plus de temps là-dessus parce que c'était cool, tu vois, de voir la chaise qui tourne puis lui qui lit comme ça et tout, enfin voilà. Et mais après, il a dit, je lui ai demandé, mais tu t'es filmé en train de dormir, ça serait drôle, tu sais, puis tu regardes en timelapse ce que tu fais finalement parce que ça peut te donner plein d'idées, tu fais, ah bah tiens, je tiens cette pose là pendant tant de frames, tiens, et puis ça peut vraiment déjà débroussailler pas mal du travail à faire. Mais donc ouais, le truc a été animé de manière brouillonne, mais avec l'accélération, ça marche bien. Ça fait plaisir quand même, parce que pendant une nuit, le nombre de changements de pose qu'il fait quand il dort, là, où il se retourne carrément. Je suis désolé, moi je me filme en train de dormir, ça m'étonnerait pas que je bouge autant. Ouais, pareil. Attends, tu te retournes complètement dans ton lit? Tout le temps. Ouais. Je bouge tout le temps, c'est un enfer. Non, mais parce qu'il y a ses pieds qui se retrouvent sur son coussin quand même. Ah oui, non, là, mais là, oui, après, il y a les blagues. Ils ont poussé le truc à fond. Ouais. C'est ça qui est génial. Moi, c'est tous les soirs, ça. Écoutez, je pense qu'on pourra conclure. Like, what's up, gang? Et c'est déjà la fin de ce podcast, mais comme d'habitude, avant que je vous libère, des recommandations. Chloé? Ben moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce ne sera pas très original comme recommandation parce que ça fait un gros buzz cette année sur Netflix, mais c'est la télésérie Demon Slayer. Je ne sais pas c'est quoi la traduction française, par contre. Je ne sais même pas s'il y a une traduction. Je sais pas. Demon Slayer, c'est très bien. Tu as le nom japonais, tant qu'à faire. Mais si vous aimez, bon, le style un peu plus, c'est sûr, un peu manga, mais aussi, moi, c'est ce qui m'a vraiment impressionné, c'est l'animation là, en tant que telle. Donc, les poses, les scènes de combat avec les poses tellement graphiques, tellement dynamiques de combat, de body mécanique. C'est rare que ça arrive, que j'écoute une série, mais que je sois non seulement embarquée dans l'histoire, mais aussi de mon point de vue un peu là, de formation professionnelle, de vouloir juste faire pause puis de le frame by framer. C'est vraiment de toute beauté. J'ai vraiment adoré ça. Ça m'a surpris aussi. OK. À checker. Robin. Moi, je vais faire une recommandation qui n'a jamais été faite dans ce film. Et, dans ce podcast. C'est un petit peu de la frime aussi, j'en profite. Je vous recommande Spider-Verse 2, puisque j'ai eu l'occasion d'être à Sony quand ils sont en train de le préparer. Ils sont en train de vous cuisiner un truc de fou malade. Allez-y. Je vais pas casser ma NDA forcément, mais juste allez-y. Quand il sortira du coup. Quand il sortira, donc c'est quoi? C'est prévu pour l'hiver prochain pour l'instant. Une recommandation dans le futur. Une recommandation futuristique, c'est ça. Très bien. Futuriste. Olivier. Moi j'en ai parlé tout à l'heure, mais je vais vous recommander de jouer à Jet Set Radio parce que c'est un jeu dingue. Et en plus, si vous avez aimé l'univers de Miles Morales dans le film, c'est très très proche parce qu'il y a une OST, une bande son extrêmement funk qu'on retrouve très bien dans Spider-Verse. Il y a du street art, les décors, enfin ça n'a pas vieilli. Enfin les modés, elles sont un peu dégueu parce que voilà, ça date de 2000, mais avec les textures, le cel shading et tout, ça n'a pas vieilli vraiment. Est-ce que c'est facile de se procurer une Dreamcast? Non, il est sur Steam pour à peu près $5. Ah ok, il a été porté sur PC. C'est ça. Ok, cool. Et toi, Jean, c'est quoi ta recommandation? Je vais vous recommander un rig, parce qu'on parle beaucoup d'animation, mais s'il y en a qui veulent vraiment animer parmi vous, il y a un rig gratuit en fait qui est basé sur le personnage de Miles dans Spider-Verse, et donc en costume. Et on vous mettra le lien sous la vidéo YouTube. Et il y a une review de ce rig qui a été fait par Jean Denias sur son site. Donc je peux vous mettre aussi le lien là, pour ça là. Et moi je l'ai testé, franchement ça fait le taf. Il n'y a pas de facial, tu vois, sur le rig, parce qu'il y a un masque.
Donc, tu as juste un truc pour la Joe. Les yeux. Tout. Mais ça, c'est un très bon challenge. Oui, si je peux finir avec une dernière anecdote, pas... c'est que je faisais une scène avec Spider-Man, justement, qui avait un masque, puis il fallait que je fasse, dans le fond, comme un genre de lip-sync. Puis on avait les yeux, mais essayer de convaincre d'une émotion avec un masque, c'était vraiment un beau défi. Oui, tu m'étonnes. Ouais. Je sais même pas dans le rig s'il y a les yeux qui se descendent. Ça m'étonnerait quand même parce que c'est. Oui, il est assez souvent... basique. Hein. Il est assez basique. Mais ce rig-là, je pense que vous l'avez vu parce qu'il a explosé quand Spider-Verse est sorti sur Internet. Quand tu suis des animateurs ou quand tu vas sur LinkedIn ou quoi, il y a eu pendant 1 an, ça a duré des shots d'animation de gens qui essayaient des trucs et tout parce que tout le monde a été inspiré par ce film. Bien sûr. Ouais. Et ça ne s'arrêtait pas. Nous, les premiers, on s'en est servi pour les épisodes hors série. C'est vrai. Sur les principes de l'animation. Exactement. Donc vous avez déjà vu ce rig. Voilà, j'ai fait une super animation de coup de poing. Ouais. Et, du coup, voilà, allez-y, c'est vraiment cool. C'est vraiment le rig de body mécanique où il n'y a pas trop de contrôleurs, t'es pas perdu et tu peux vraiment. Tu l'ouvres et t'y vas, quoi. Tu peux vraiment quand même faire des trucs vraiment clean avec, sans te perdre avec 1 milliard d'autres contrôles, quoi. Exactement. Écoutez, merci beaucoup. Merci Chloé aussi. Merci Chloé. C'était très chouette, oui, merci. C'est chouette de t'avoir et d'avoir toutes ces anecdotes là. On est très contents. La prochaine fois, le prochain épisode sera dans 2 semaines. On reprend notre rythme de publication d'origine. On arrête les épisodes tous les mois, donc c'est mieux. Plus d'épisodes. Et on vous parlera de Princesse Mononoke. Yeah. Donc on a hâte. Et merci de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, allez voir des films d'animation. Bye. Bis. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead.